nos excuses pour ce retard incontournable. Voici le sommaire de votre magazine d'information. Sandaga et ses alentours offrent l'image d'une déchetterie. Depuis 48 heures, les éboueurs n'ont pas fait le marché. Les techniciens du nettoiement exigent le règlement de 2 mois d'arrêt de paye. Des arrêts de salaire, les payeurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en cumulent une bonne dizaine. Un dysfonctionnement qui prend ses racines dans la bancarisation des bourses d'études, souligne-t-il. Le mal du district de santé de Grand Yoff également, des arrêts de salaire, sit-in des travailleurs ce jeudi pour dénoncer une mauvaise gestion des fonds de roulement selon eux. La baisse immédiate des denrées de première nécessité et la mise en place d'un observatoire et d'un code de la consommation, une demande de l'entente nationale des associations de consommateurs. C'est à l'attention du futur président de la République du Sénégal. Focus ce soir sur les bavures policières au Sénégal, problématique qui tire prétexte de cette journée internationale contre les brutalités policières. L'invité de cette édition, Seydi Gassama, coordonnateur de Amnesty International. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette édition. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors le point sur l'actualité, d'abord cette demande de l'ENAC adressée au 4e président du Sénégal. La baisse immédiate des denrées de première nécessité, toujours au centre des préoccupations, cri du cœur de l'ENAC, l'entente nationale des associations à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des consommateurs. L'ENAC demande la mise en place d'un observatoire et d'un code de la consommation pour résoudre les différentes difficultés. Madame Amina Barrow, membre de l'ENAC, interrogé par Maïmouna Ndiaye et Adama Gueye, ou c'est plutôt Amadou Kanouté. Les consommateurs sénégalais sont fatigués. Le coût de la vie est aujourd'hui bien au-delà de leur capacité. Donc nous interpellons le prochain gouvernement, qui qu'il soit, qu'il puisse prendre à charge et très rapidement les préoccupations des consommateurs en termes de coût des denrées de première nécessité. Aujourd'hui, le cadre institutionnel de la protection du consommateur est ou disparate en termes de textes. Les textes sont épars. Quand vous voulez protéger un consommateur, c'est à diverses réglementations, ou au niveau national, ou au niveau sous-régional, UEMOA, ou au niveau international, OMC. Il nous faut arriver à mettre tous ces textes ensemble quelque part pour une facilité de référence. Et puis la campagne électorale du second tour de la présidentielle se poursuit, Mame Fatou Ndoye. Tout à fait, nous sommes d'ailleurs en ligne avec Ibou Kane qui suit le président sortant, le candidat Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, le président sortant s'était rendu à Fatick et à Kaolack. Journée que va nous raconter de ce pas Ibou Kane. Ibou Kane, bonsoir. Bonsoir Mame Fatou Ndoye. Alors parlez-nous un peu de votre périple du jour. Voilà Mame Fatou Ndoye, les activités électorales du candidat des FAL 2012. Aujourd'hui, se résume en 3 étapes. À Kaolack, d'abord à la Chambre de commerce. Le président sortant, candidat à sa succession, a rencontré différents mouvements et associations, parmi lesquels les opérateurs économiques, les agriculteurs, les transporteurs, mais aussi le collectif des sinistrés du marché de Kaolack. Ces derniers ont exposé leurs doléances devant le candidat des FAL 2012. Entre autres, concernant celle-ci, on peut citer la réhabilitation du marché de Kaolack et de certains axes routiers, notamment Dingiray-Kerayip, Kaolack-Sokone. Et pour le secteur agricole, les agriculteurs du monde rural ont également demandé plus de semences et d'intrants aux candidats des FAL. Maître Abdoulaye Wade leur a fait savoir que leurs préoccupations sont déjà en cours de traitement et il dit avoir déjà traité cette question avec son chef du gouvernement pour ce qui concerne la réhabilitation du marché de Kaolack. Côté infrastructure, le candidat des FAL a réaffirmé, dit-il, son engagement de doter davantage le Sénégal de routes de qualité. Maître Abdoulaye Wade a par ailleurs fait savoir que s'il demande un nouveau mandat, c'est uniquement pour terminer les chantiers qu'il a entamés, car, dit-il, personne d'autre que lui ne serait à même d'accomplir cette mission. Et après la Chambre de commerce, le candidat Abdoulaye Wade a reçu aussi en audience les chefs religieux du département de Nioro à la gouvernance. L'objectif pour lui était de solliciter leurs prières. Après l'étape de Kaolack, Maître Abdoulaye Wade s'est rendu à Fatick,
où il a rencontré aussi différents responsables politiques, mais ces rencontres n'étaient pas ouvertes à la presse. Après, il a pris un bain de foule devant les militants, mais son discours aujourd'hui a été axé sur les abstentionnistes du premier tour. Maître Abdoulaye Wade leur a demandé de voter massivement pour ce second tour du scrutin présidentiel et il se dit convaincu que si les abstentionnistes votent pour ce second tour, il dit avec aussi les transferts de voix pour son compte, il est convaincu qu'il va gagner ce deuxième tour de la présidentielle Mame Fatou Ndoye. Boucan, soignez rapidement ce rhume qui apparemment vous gêne. Plutôt noyer le chat dans sa gorge. Alors, le cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire dénonce le mépris du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, face à la situation de l'école sénégalaise, selon les syndicalistes. En effet, malgré les deux audiences que leur a accordées le président de la République, les enseignants du QSEM sont restés sur leur faim et soutiennent qu'Abdoulaye Wade n'accorde aucune importance à la situation de l'école qui se dégrade. Écoutons justement à ce propos Abdoulaye Ndoye, il est le chargé des revendications du QSEM, interrogé par Fatou Bintou Conté et Madani Marega. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire a été reçu par le président de la République avant-hier. L'audience s'est tenue tardivement. Nous avons été informés comme ça, si vous voulez, pas de manière officielle. Nous sommes partis à l'audience. Nous avons attendu pendant 5 heures. Et le président nous a fait des propositions dans une correspondance qu'il a adressée au ministère de l'économie et des finances. Mais cette correspondance comporte des zones d'ombre. Également, il y a certaines confusions. Et étant donné que la plateforme du QSEMS est une plateforme claire, n'est-ce pas, pertinente et accessible à tous les esprits compétents, nous avons demandé, sollicité plus de clarification, plus de précision. Et je dois également dire que le QSEMS regrette tout le temps perdu. Le président a attendu au moins 1 mois, 20 jours après l'audience du 24 janvier 2012 pour faire des propositions, ce qui est regrettable. Je crois que si toutes les dispositions avaient été prises depuis le 24 janvier, on ne serait pas dans cette situation. Puis on reparle de la campagne électorale à Abdoulaye Wade à Kaolack, Macky Sall actuellement à Mbour où il tenait un meeting au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar, meeting qu'a suivi pour nous Dissa Préra. Dissa Préra, bonsoir. Dissa Préra, bonsoir. Allô? Oui, Dissa Préra, vous suivez le candidat Macky Sall. Faites-nous le point sur le meeting du jour. Merci Mame Fatou. Actuellement, c'est Ousmane Tanor Dieng qui est au micro. Il faut dire qu'il y a une très forte mobilisation et qui connaît Mbour, c'est que c'est le chef du Parti socialiste et aujourd'hui ils ont fait une forte mobilisation en faveur de Macky pour que Macky gagne au deuxième tour. Le meeting se déroule actuellement à la place de l'hôtel de ville qui désormais est baptisée la place du martyr Mamadou Diop. Vous vous souvenez certainement de Mamadou Diop qui a perdu la vie à la place de l'Obélisque il y a quelques semaines de cela. Tour à tour, tous ceux qui sont succédés au micro ont émis, ou plutôt ont lancé un appel solennel à tous les intervenants pour que les militants votent pour Macky. Parce que selon même notre Ndoye, Abdoulaye Wade a trahi le peuple Allô? Oui, Dissa, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout à fait, nous vous entendons très bien, même s'il y a beaucoup de bruit derrière vous. Et on comprend que ce soit certainement l'ambiance du meeting qui explique ces problèmes de communication. Alors, nous parlons toujours de l'actualité de cette campagne électorale. Vous découvrez à l'instant, ou dans quelques instants en tout cas, les images de l'attaque subie hier par le convoi du candidat Macky Sall. C'était à Saint-Louis. À l'origine de cette attaque, des partisans libéraux supposés appartenir à Ahmed Fall Braya. Les reporters de la TFM ont pu filmer ces images qui se passent de commentaires. Par contre, nous allons tout de suite entendre la réaction de Macky Sall, candidat de Benno Yakaar. Vous avez remarqué ici à Kébémer la façon dont ces voyous envoyés par le PDS nous ont attaqués.
Ce n'est pas des pierres et des coupes-coupes qui vont nous empêcher d'aller de l'avant. Je demande au Parti démocratique sénégalais de revenir à la raison. Tout autre chose, le sitting et le port de brassard rouge au district de Grand Dakar. Les travailleurs exigent le départ des membres du comité de santé. Ils dénoncent une gestion nébuleuse de leurs fonds, plongeant d'ailleurs leur structure dans l'impasse. Mansour Tia, membre du personnel, interrogé ici par Ali Atala et Germaine Dior. Nous sommes dans un centre de santé où, qu'on peut se dire, n'est respecté. Les gens, ils dépensent comme ils veulent. On est actuellement dans une situation rouge parce que le labo ne marche pas à merveille. Le cabinet dentaire est complètement fermé. La pharmacie n'a plus de médicaments. Faute de quoi? Parce qu'on dépense n'importe comment. Et non seulement ces dépenses, nous avons pris des produits avec les fournisseurs. Jusqu'à présent, tous les fournisseurs restent impayés. Ce que nous voulons, c'est que le comité prenne ses responsabilités en main. S'ils ne peuvent plus gérer le centre, qu'ils nous laissent avec les gens, qu'on gère notre centre. Actualité internationale à présent, Thomas Lubanga déclaré coupable à l'unanimité par la chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Ex-chef de guerre, il a été condamné pour le délit d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans sa branche armée entre 1998 et 2003. Le récit de Nafissatou Silla. Du 1er septembre 2002 au 13 août 2003, Thomas Lubanga avait procédé à la conscription et l'enrôlement d'enfants, des filles et garçons de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités. Cela dans le cadre d'un conflit armé interne en Ituri, en République démocratique du Congo. Un conflit qui opposait la force patriotique pour la libération du Congo dirigée par Thomas Lubanga à l'armée populaire congolaise et d'autres milices dont la résistance patriotique en Ituri. Aujourd'hui, Lubanga a été déclaré coupable à l'unanimité par la chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Thomas Lubanga et les co-auteurs de ces crimes ont mis sur pied un plan qui consistait à créer une armée dans le but de prendre et conserver le contrôle de l'Ituri politiquement et militairement. Il a porté un appui actif aux campagnes de recrutement de ses enfants soldats. D'ailleurs, Lubanga avait personnellement utilisé ses enfants comme garde du corps et pour d'autres membres de sa branche armée. Les juges Adrian Fulford, Elisabeth Ojo Benito et René Blattman ont conclu que les éléments de preuve présentés par le procureur confirment toute implication de Lubanga dans cette affaire. Pour rappel, Thomas Lubanga Dilo a été transféré à La Haye le 17 mars 2006 suite au mandat d'arrêt international délivré par la CPI. À l'heure actuelle, 14 autres affaires le concernant sont portées devant la CPI, dont 3 au stade du procès. Alors, Manfatoulaye, retour chez nous, cela fait désordre quand les serpents font le marché. Heureusement que nous n'y étions pas. En tout cas, on a fait une drôle de découverte. Un serpent sorti d'une voiture 4x4 en plein centre-ville. Heureusement, il a été tué. L'incident, donc je vous le disais, s'est déroulé en plein centre-ville sous le regard de cette dame. Témoin des faits, elle nous en dit plus. Le serpent s'est accroché sur le rétroviseur de la voiture. C'est au moment où les gens se sont exclamés à la vue du serpent que le conducteur a donné un coup d'accélérateur. Le reptile est tombé et on l'a tué à coups de balai. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est l'attitude du conducteur qui ne s'est pas arrêté. Le mystère est entier. Mystère et boule de gomme, Khalifa. Merci Manfatoulaye. Donc ça s'est vu, quand les serpents font le marché, c'est le désordre. En revanche, quand les éboueurs ne font pas le marché, Sandaga coupe l'appétit. Depuis 48 heures, le décor est écœurant. Les techniciens du nettoiement exigent le règlement de 2 mois d'arrêt de salaire. Chérif Dia et Youssouf Baro ont fait le marché. Ça sent mauvais à Dakar. Le centre-ville offre ce visage effroyable. Des tas d'ordures partout. C'est la conséquence du mouvement d'humeur des travailleurs de Veolia. Ils réclament 2 mois d'arriérés de salaire. La situation était catastrophique parce que nous avons remarqué que nous sommes des agents de Veolia, des propriétaires sénégalais. Nous sommes là uniquement pour rendre les pays propres. Mais si nous sommes là depuis pendant presque 2 mois, nous ne sommes pas perçus nos salaires. Et par contre, nous entendons des gens prendre de l'argent de gauche à droite en train de distribuer des gens. Nous ne pouvons pas continuer de travailler ainsi. À cause de cet arrêt de travail, les ordures jonchent la chaussée. Cette grande poubelle remplie bloque la circulation sur l'avenue Lamine Gueye.
Les commerçants indisposés craignent le pire. C'est intenable, il y a beaucoup d'ordures, beaucoup de poussière, beaucoup de saleté. Bon, on n'arrive pas à respirer, bon, la gorge elle est sèche. Bon, il y a plein de saleté. Risque de typhoïde, de tuberculose et d'autres maladies. Bon. Nous invitons les autorités à ouvrir de sérieuses négociations avec ces agents pour qu'une solution soit trouvée le plus vite possible. Aujourd'hui, si nous restons 24 heures à Dakar, nous ne travaillons pas, nous, les agents de Veolia, je pense bien que tout le monde sachera que carrément que nous n'avons pas travaillé. Et je dis que carrément, si la population elle est là, elle peut juger en tant qu'elle. Parce que si la population nous regarde, je pense bien qu'ils vont voir que carrément que nous sommes dans nos droits. Depuis 48 heures, l'environnement de Dakar Plateau est devenu nauséabond. Les agents de Veolia exigent le paiement de leur arriéré de salaire avant de ramasser ces ordures. Véritable bombe à retardement. Bancarisation des bourses à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une solution pratique mais qui étrique la solvabilité des payeurs. Les agents de la régie des bourses de l'UCAD cumulent 10 mois d'arrêt de salaire. Ils demandent par ailleurs le recrutement dans la fonction publique. Maimouna Ndiaye et Adam Gueye, reportage. La bancarisation des bourses, une préoccupation pour les payeurs de l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, ces 28 payeurs demandent le paiement de leurs 10 mois d'arriéré de salaire. On nous avait promis de nous recruter dans la fonction publique et nous payer des salaires. Depuis lors, on peut dire qu'on n'a pas reçu, nous ne sommes pas recrutés, nous n'avons pas encore reçu nos 10 mois d'arriéré de salaire. Jusqu'à présent, ce problème n'est pas réglé. On ne comprend pas. Au-delà de ça, pour ce qui est de nos dossiers, on nous dit que le ministre a déposé nos dossiers au niveau de la fonction publique. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction de ce ministère. On ne comprend pas. Alors on ne peut pas comprendre qu'on utilise des gens pour travailler dans pour servir la nation sénégalaise et qu'en fin de compte, on met ces gens-là à la poubelle. 7 ans au service de la direction des bourses, ces travailleurs exigent un recrutement dans la fonction publique. Nous avons au moins 36 payeurs. Ils ont pris les 8 les plus anciens, ils avaient dit que l'autre vague va suivre. Nous exigeons de la part de l'État, de nous recruter dans la fonction publique. Ce sont des promesses. On a aussi un contrat avec l'État et de nous payer nos arriérés de salaire. Il invite également les 2 candidats à la présidentielle de s'engager pour une solution définitive. Nous, on lance un appel aux candidats, aux différents candidats au deuxième tour, pour leur dire que nous voulons un face-à-face, nous voulons une discussion sérieuse sur le problème des bourses et surtout sur le problème des chômages de ces 28 agents qui sont là, qui sont fatigués. Les pairs de l'université Cheikh Anta Diop interpellent leur tutelle Amadou Tidiane Ba pour régulariser leur situation. Ils ont été à la direction des bourses pour rencontrer le directeur afin de trouver une issue heureuse à leurs conditions. Et puis cet incendie à Liberté 4, il y a quelques instants, une débiterie a pris feu. Les riverains ont pu heureusement maîtriser les flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Image signée Massamba Ndiaye. Le micro TFM de Fatou Dieng braqué sur un ancien commando de l'armée sénégalaise. Ousmane Sène, invalide, doit faire face au quotidien de 6 enfants. Voici son message adressé au futur président du Sénégal, le 4e. Regardez. Difficile. Vous savez que je suis un invalide militaire. J'ai une maudite pension. J'ai 2 femmes. J'ai des enfants. Tu sais que j'ai vu ça difficile. Pikine Taliboumak, c'est dans ce populaire quartier de Dakar qu'habite Ousmane Sène avec sa famille. L'ancien militaire vit avec un handicap depuis 1982. Les événements se sont déroulés à Thiès. Le jeune Ousmane venait d'avoir 25 ans. J'ai fait un accident au niveau de mon cantonnement. Mais j'ai fait des opérations comme la Casamance, la Gambie. Mais un jour, on jouait au football entre bataillons, commando et blindé. Je me suis blessé sur l'œil droit et j'ai un trou maculaire que les médecins ont diagnostiqué, m'ont dit qu'il y a un trou maculaire intraitable et inémolérable sur l'œil droit. Quelques années après l'accident, le militaire invalide a été libéré de l'armée. Blessé au plus profond de lui-même, l'ancien commando réclame justice.
Le Sénégal me doit, pas le maximum, mais le minimum. Le minimum, ça veut dire quoi? Au moins une pension d'invalidité considérable. Écrire, me battre, et après on m'a octroyé une pension d'invalidité qui variait en ce temps-là de 17 000 à 18 000 francs. Ousmane Sène n'a pas baissé les bras. Il se bat tous les jours pour nourrir sa famille. Chaque matin, je me lève le matin de très bonne heure et aller pour chercher de quoi donner à ma famille. Vous faites du gorgorlu? Je fais du gorgorlu, oui, de gauche à droite. Les usines, celui qui importe les poissons là, j'ai travaillé, qu'est-ce qu'on paye? 1200, 1500 la journée, j'ai cessé. D'ailleurs, je l'ai fait aussi des années, mais autant ça ne marchait pas. Comme la plupart des militaires invalides, Ousmane Sène exige une amélioration des conditions de vie. Pour cela, il interpelle le prochain chef de l'État du Sénégal. Ce que j'attends, c'est de diminuer les denrées alimentaires. Ma femme hier m'a dit ce que vous m'avez donné, je ne peux pas aller au marché. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit le kilo de riz s'est augmenté à 600 francs. Ça c'est cher, tu sais. Moi je suis un invalide, mais il y a d'autres invalides qui ne peuvent pas se relever de leur lit et qui reçoivent de maigres pensions aussi. Il faut que l'État revoie la loi qui réjouit les invalides militaires, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi 67-42. À 53 ans, Ousmane Sène est un polygame, père de 6 enfants. Un vrai gorgorlu, les militaires invalides est toujours à la recherche d'un mieux-être. Nous retrouvons Mame Fatou Ndoye dans un instant pour la page des sports. L'infatigable Mame Fatou Ndoye, bonsoir. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, on va parler d'abord des Olympiques. Voilà. Ces joueurs locaux iront à l'assaut des Mexicains samedi lors d'une rencontre amicale qui se jouera à San Francisco. Un choix qui se justifie par l'absence de plusieurs internationaux pour cette date qui ne correspond pas au calendrier FIFA. Pour l'entraîneur de l'AS Douanes, c'est aussi l'occasion de forger une équipe nationale à partir d'une base locale. Pour le match contre le Mexique, il faut s'attendre à une opposition de haut niveau. Badar Assar, interrogé par Saïra Diop et Youssou Baro. Qui sont exigeants là-dessus, donc qui ne laissent pas généralement leurs joueurs venir dans les dates hors FIFA. Vraiment, la sélection est assez équilibrée. Maintenant, c'est une façon aussi au staff d'essayer de forger une équipe nationale à partir d'une base locale. Le Mexique, c'est une grande équipe, surtout dans le football des jeunes. Là, il va falloir être prêt sur le plan physique, technique, mais surtout sur le plan mental. Ce sera un match vraiment d'un très grand niveau, où vraiment, ce qui va permettre à nos footballeurs vraiment de s'aguerrir. Donc il va falloir s'attendre à une bonne opposition. Et puis on vient de l'apprendre, Manchester United éliminé dès les huitièmes de finale, retour de l'Europa League, battu par Bilbao sur le score de 2-1. Les Mancuniens qui avaient été déjà battus au match aller sur le score de 3-2. Le match se déroulait à l'époque à Old Trafford. Donc Manchester United éliminé de la C1 et de la C3. On connaît les noms des deux dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Au terme d'un match fantastique, les Blues ont réussi à combler le retard concédé il y a 15 jours en Italie et s'imposer en prolongation devant Naples. Et puis sans briller, mais sans trembler non plus, le Real Madrid a battu le CSKA Moscou 4-1. Retour sur ces deux matchs avec Aziz Ndiaye. Le Real de Madrid au rendez-vous sans avoir eu à forcer son talent et Chelsea renaît de ses cendres. C'est la principale leçon de la dernière journée de ces huitièmes de finale. Le Real et Chelsea ont validé leur billet pour les quarts de finale et complètent ainsi un tableau déjà composé de Benfica, l'Apoel Nicosie, le Bayern Munich, l'FC Barcelone, le Milan AC et Marseille. Après un match nul, un but partout à l'aller au CSKA Moscou, les protégés de José Mourinho, même dans un mauvais jour, ont réussi à décrocher leur ticket sans trembler. Certes, le club russe s'est créé des opportunités en première période par son meilleur buteur Doumbia, mais au final, c'est le Real qui passe sur le score de 4-1 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Dans l'autre match du jour, Chelsea s'est qualifié en prenant le meilleur sur Naples au terme d'un match fou et plein de rebondissements. Battus 3-1 à l'aller, les Londoniens ont su créer l'exploit et remonter leur handicap.
Malgré un début de match à l'avantage des Napolitains, mené 2-1 et qualifié à ce moment de la rencontre, grâce au but d'Inler à la 55e minute. John Terry et ses compatriotes décrochent les prolongations grâce à Lampard à la 75e minute sur penalty. Une prolongation au cours de laquelle Drogba s'illustre encore et offre un caviar à Ivanovic qui boot Naples hors de cette compétition et conduit Chelsea au paradis. Le tirage au sort des quarts de finale et demi-finales se tiendra ce vendredi au siège de l'UEFA. Les quarts de finale allés auront lieu entre le 27 et 28 mars. Aziz Ndiaye, merci. Et puis mauvaise nouvelle pour Eric Abidal qui va devoir subir une transplantation, une greffe du foie dans les prochaines semaines. C'est le FC Barcelone qui l'a annoncé ce matin. Cette opération était d'ailleurs envisagée depuis le début de son traitement il y a un an. Le défenseur international français dont la durée de l'absence n'est pas encore connue, l'a annoncé également à ses coéquipiers. C'est un coup dur, une très mauvaise nouvelle, mais cela nous rendra plus forts en tant qu'équipe. C'est ce qu'a déclaré le capitaine du FC Barcelone, Carlos Puyol. Eric Abidal, qui avait déjà dû subir une opération l'année dernière pour un cancer du foie dont la durée de l'indisponibilité est inconnue, qui risque tout simplement de rater l'Euro 2012. Voilà pour la page des sports, Khalifa Diakhaté. Alors, Mampatou Ndoye, nous parlons foot quand? Nous parlons foot tous les mercredis. Tous les mercredis. Donc, prochain rendez-vous, mercredi prochain. Focus ce soir sur les bavures policières au Sénégal, problématique qui tire prétexte de cette journée internationale contre les brutalités policières. Au Sénégal, les victimes de violences policières se sont égrenées ces dernières années. À l'origine, la mission de la police est de veiller sur la sécurité et des personnes et des biens. Aliatala Germaine-Dior. Des coups de matraque et de grenades lacrymogènes, les forces de l'ordre ont souvent fait usage de ces moyens pour mater des citoyens ou disperser des manifestations. La violence policière est une réalité. Aujourd'hui, nous le constatons parce que tout simplement, les étudiants qui ont l'habitude de manifester leur colère quand quelque chose ne marche pas, ils sont victimes pour la plupart de ces violences-là. Parmi ces victimes, nous en connaissons des victimes aujourd'hui qui peuvent témoigner des actes vraiment violents que la police. Non seulement sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire lorsque les populations manifestent, on a vu ces violences se manifester. Et ce qui est grave, c'est qu'on a renforcé les moyens de répression. C'est tout à fait déplorable et condamnable à la limite. Parce que rien ne saurait justifier une violence gratuite sur des populations désarmées. Parfois, ces répressions policières poussent à la dérive. Donc les franchises universitaires ne sont plus respectées. Donc on en était depuis presque 2006. Parce qu'en 2005, c'était en 2006, en février 2006, les policiers étaient dans l'université, ils ont saccagé nos chambres, ils ont dû tout casser. Donc ces franchises ne sont plus respectées. Depuis 2000, depuis que Wadela a été toujours victime donc, de ces violences policières, à travers nos manifestations, à travers nos marches, à travers nos sittings, il y a déjà la violence physique, mais il y a la violence aussi verbale. Mais plus grave encore, on a eu combien de victimes du fait de tortures policières? Des camarades qui, à l'occasion de manifestations, donc, ont eu à faire l'objet d'arrestations, à être malmenés, mais il y a eu, en tout cas, qui sont décédés suite à ces tortures-là. Des syndicalistes regrettent les 2 poids 2 mesures des forces de l'ordre dans leur intervention. Il faut que les gens soient bien formés. Il ne faut pas qu'on envoie des gens qu'on a recrutés, des nouvelles recrues sur le théâtre d'opération. Souvent c'est le cas. Ceux qui sont mieux formés sont dans les bureaux et on envoie des innocents sur le théâtre d'opération qui, à la première incartade, s'affolent. Parce que là aussi c'est un problème de sang-froid. Parce que si on voit les violences, c'est le manque de sang-froid qui est à l'origine de tout cela. L'inexpérience des nouvelles recrues et la promptitude à charger des manifestants sont souvent décriées. Ce qu'on déplore, c'est que c'est orienté. C'est un camp qui cherche l'autre. Donc je crois que la police doit être là pour tout le monde. La force doit être là, les forces de défense et de sécurité doivent être là pour l'ensemble du peuple sénégalais. Et être raisonnable. Parce que ceux qui sont en face de vous ne sont pas des ennemis. Les brutalités policières sont allées crescendo cette décennie et l'impunité promise à un rythme inquiétant. D'où l'urgence de mieux sensibiliser sur la mission régalienne des forces de l'ordre. Elle consiste à veiller sur la sécurité des biens et des personnes.
Adietala Germaine Dior Beroussar, merci. Seydi Gassama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'Amnesty International. Alors aujourd'hui, quel rapport vous feriez de la brutalité policière au Sénégal? Écoutez, nous dirons que la brutalité policière est une réalité au Sénégal. C'est une réalité d'autant plus regrettable que la police, parfois, exerce cette violence de façon injustifiée. Très souvent, donc, face à des manifestants non armés, face à des manifestants pacifiques, la police a chargé et cela a dégénéré. Et nous estimons que ce n'est pas le rôle de la police de charger les manifestants pacifiques. Et le rôle de la police est d'encadrer les manifestations pour qu'elles puissent se tenir dans de très bonnes conditions. Cela dit, il faut reconnaître que parfois la police a affaire à des manifestations violentes et dans des cas comme cela, la loi prévoit et le droit international accepte que la police puisse user de la force. Elle peut notamment user de la force. Un agent de police peut user de la force pour se protéger, pour protéger des personnes ou simplement pour neutraliser un criminel. Mais une force à la mesure absolument, mais cet usage de la force doit respecter les principes de proportionnalité, d'abord de nécessité absolue, mais aussi de proportionnalité. Malheureusement, dans la plupart des cas, comme l'a montré ce reportage, l'usage de la force a été absolument disproportionné et cela aboutit à ces blessés extrêmement graves et parfois à des morts d'hommes. Et c'est cela que nous condamnons et cela est tout à fait illégal. Et ces agents de police, dans un État démocratique où la justice fonctionne normalement, pourraient se retrouver en prison et l'État pourrait être amené à payer des compensations extrêmement lourdes aux victimes ou à leurs familles. Donc Seydi Gassama, directeur de Amnesty International, organisme de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, Seydi Gassama, quels moyens pour mettre fin à l'impunité constatée souvent suite à des bavures policières qui s'avèrent incontestables? Voilà, avant d'abord de revenir sur les moyens, je voudrais dire que la violence policière n'est pas simplement physique, elle est aussi parfois morale et psychologique. Regardez ce qui se passe à la digue. C'est une violence inouïe. On vous convoque à la digue, parfois vous y restez toute une journée, des policiers vont et viennent, on ne vous pose pas la plus petite question, on vous manque de respect. C'est peut-être une méthode aussi, une méthode de la police. Mais cela fait partie de la violence. Ce n'est pas une méthode d'enquête, c'est complètement illégal. C'est de la violence qui est exercée contre des personnes à qui on met là. On a vu dans le cas, par exemple, des enquêtes sur les chantiers de Thiès, une dame, comme la presse a rapporté que des dames avaient été convoquées et qui sont tombées évanouies à la digue. Ce sont des formes de violence qui sont exercées à la digue, qui est devenue une police politique, n'est-ce pas? Où les opposants, que ce soit des opposants, des syndicalistes, des journalistes ou des gens ou des leaders politiques sont convoqués et humiliés. On vous convoque le matin, on vous laisse 24 heures ou plusieurs heures là, assis, on vous dépasse, on ne vous pose aucune question, on vous manque de respect. Tout cela fait partie également de la violence policière. Et la digue est devenue aujourd'hui un nid de violence policière. Est-ce qu'on leur concéderait cet aspect psychologique qui compte dans Mais elle est absolument inacceptable. Vous savez que la torture n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. La définition de la torture en droit international, c'est pas simplement les actions physiques, la violence physique, mais les psychologiques. Donc c'est complètement illégal ces comportements de la police au niveau de la digue. Et je voudrais leur interpeller pour dire qu'il faut que ça cesse immédiatement. C'est une pratique honteuse qui ne fait pas honneur aux gens qui travaillent au niveau de cette structure. Les moyens de lutter maintenant, c'est le code pénal. Ces violences sont illégales lorsqu'elles sont disproportionnées et ne sont pas nécessaires pour protéger la vie du policier ou la vie des tiers ou simplement pour neutraliser un criminel. Lorsqu'elle est disproportionnée, elle est illégale. Et le code pénal est tout à fait clair. Alors qui malheureusement, ne fait pas son travail dans ce schéma? Mais la justice ne fait pas son travail. Parce que la justice repose souvent sur des enquêtes policières. On demande à des policiers d'enquêter sur d'autres policiers ou à des gendarmes d'enquêter sur d'autres gendarmes. N'est-ce pas? Ou en tout cas les deux corps qui sont absolument solidaires entre eux, de mener des enquêtes, ça n'aboutit absolument à rien. Donc, on fait tout pour se protéger et malheureusement la justice également est complice dans cette affaire. Parce que vous savez, il faudrait des enquêteurs carrément indépendants. Mais il faut des commissions d'enquête indépendantes, c'est cela que prévoit le droit international. Malheureusement dans ces pays, parce que l'État cherche à protéger coûte que coûte ces gens, n'est-ce pas? On demande à ce que des enquêtes judiciaires soient menées. Ces enquêtes judiciaires, en général, n'aboutissent absolument à rien. La seule enquête qui aboutit, c'est le cas de Kambel Ekara. Et je dis que c'est scandaleux que la justice puisse condamner des flics qui ont malmené de façon cruelle ces journalistes à des peines avec sursis. C'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Et c'est cela qui encourage les gens, n'est-ce pas, dans ces pratiques qui finalement font que le citoyen n'a plus confiance à la police. Alors, c'est les
aujourd'hui... On évoque, oui, poursuivez. Oui, aujourd'hui, au Sénégal, les militaires, ils suscitent le respect et l'admiration. Les policiers et les gendarmes, ils suscitent le mépris et la peur. Et c'est dommage. Et regardez les défilés du 4 avril. Lorsque les policiers et les gendarmes passent, on les hue. Mais lorsque les militaires passent, on les applaudit. Donc je n'invente rien, c'est la réalité, c'est comme ça que l'opinion perçoit ses corps. Et il est temps qu'ils se rattrapent très rapidement. Bon, on évoque souvent le manque de formation pour expliquer ou justifier certaines dérives, mais jusqu'où peut-on ignorer aussi également l'instinct de survie de cet agent de police qui se sent dépassé par les événements, qui se sent en danger? Vous savez, la question de la formation, elle est réelle. Si les policiers qui sont dans les commissariats, nous sommes tout à fait certains qu'ils sont très bien formés, connaissent les droits de l'homme, même s'ils font du n'importe quoi. Ils torturent, ils maltraitent les gens qui sont arrêtés, qui sont détenus dans des violons. Ils le font en violation totale de la loi et en connaissance de cause. Parce qu'ils ont l'impunité. Mais quand vous prenez les cours des GMI, c'est des gens qui n'ont aucune formation en droits de l'homme. Et pire, les GMI qui constituent la police anti-émeute, aujourd'hui est composé de beaucoup d'auxiliaires. Rappelez-vous, le jeune auxiliaire à qui on a imputé le meurtre de Balagaï était un auxiliaire. Le jeune Fodendia qui est mort à Koleban, c'est un auxiliaire. Les auxiliaires, c'est les appelés du contingent qui font 3 mois à Dakar-Bango, qui auraient dû aller à la marine, au commando ou à l'armée de l'air, et qu'on amène pour faire le travail de maintien de l'ordre, qui est un métier qu'on doit apprendre, à l'école de police. C'est un métier. Et ces auxiliaires ne sont pas préparés à le faire. Alors, et souvent, ils commettent des bévues ou alors ils commettent des erreurs qui font qu'ils mettent leur propre vie en danger. Alors la suite et la fin de ma question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut ignorer cet instinct de survie de l'agent qui se sent menacé, qui se sent en danger? Écoutez, j'ai dit au début qu'il est tout à fait légitime pour le policier d'exercer la violence pour se protéger, n'est-ce pas? Pour protéger la vie des personnes ou pour maîtriser un criminel dangereux qui, s'il le laisse échapper, pourrait nuire à la société. Mais cette violence doit être, encore une fois, nécessaire et elle doit être proportionnelle. Malheureusement, c'est cette nécessité de proportionnalité qui très souvent fait défaut. On agit de façon violente, simplement parce que voilà, c'est totalement injustifié. Et c'est dit au fait que bon, on sent qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on sera protégé par l'État, on sera protégé par le système judiciaire. Et c'est cela qui est regrettable. Et cela fait qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance totale entre la société et la police et la gendarmerie. Seydi Gassama, directeur de Amnesty International Sénégal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, retrouvez Mamoudou Ibra Kane ce vendredi. Bonsoir, merci de nous avoir suivis.